Mes amis, bien le bonjour. Je vais vous raconter une histoire extraordinaire qui a bouleversé la France à la fin des années 60. Elle a peut-être, d'une certaine manière, changé la France aussi. Nous sommes le 23 octobre 1969, près de Bertry. On n'est pas très loin d'Arras, dans le nord du pays. Il y a une jeune femme, la vingtaine, qui est en train de marcher le long d'un champ avec une gamine de 3 ans. La femme, c'est une bonne, comme on disait à l'époque, bonne à tout faire, qui s'occupait de plein de choses, des tâches ménagères, du courrier, des gamins, de la famille Dugal, une famille très riche de ce fief-là. La gamine, c'est la dernière de Dugal. Elle a 3 ans, elle s'appelle Sophie. Et ce jour-là, justement, la bonne à tout faire est en train de la ramener de la crèche. Elles marchent les deux le long d'un champ. Et soudain, c'est le drame. Il y a un homme qui surgit, était tapis derrière un arbre, svelte, athlétique, moustachu. Il bouscule la jeune femme, ramasse l'enfant et part en courant. L'instant d'après, il s'engouffre dans une voiture, une Citroën DS, de couleur blanche, et démarre sur le chapeau de roue. Quand il passe devant la jeune femme, il va jeter une lettre. Lettre pour la famille. Un peu plus tard, la famille est là, en train de lire la lettre en compagnie de la police. La police et la gendarmerie ont immédiatement établi des barrages dans toute la région. Des barrages filtrants qui ont bloqué la circulation partout, mais qui n'ont rien donné. La lettre, écrite en bâtonnet, eh bien, annonce la couleur. Nous avons votre enfant. Ne faites strictement rien qui pourrait nous contrarier ou bien. Et puis, on va vous appeler. Restez devant le téléphone. La famille va rester devant le téléphone. Les flics aussi vont rester devant le téléphone. Les heures passent très lentement, en attendant que leur ravisseur appelle. Les flics écrasent cigarette sur cigarette. Le moindre appel, c'est tout le monde qui sursaute. Jusqu'au samedi soir, 20h30. C'est la voix d'un homme. Il se présente comme étant le ravisseur. C'est le grand-père des Dugal qui répond. Les Dugal, c'est une famille très riche de la région. C'est des propriétaires terriens qui ont suivi le mirage betteravier. Nous sommes avant la politique agricole commune de l'Union européenne. Il était encore possible en ces temps-là de s'enrichir en nourrissant la France. Ils possédaient, rien que dans la région d'Arras, 1000 hectares. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Ils en possédaient 1000, ça coûtait 1 million d'anciens francs l'hectare. Plus, dans d'autres régions de France, ils en avaient 1000 autres. C'était techniquement des milliardaires. C'est pour ça qu'ils ont été visés par ce ravisseur. Alors le ravisseur va exiger de l'argent. Il va leur dire, je veux de l'argent, et je le veux sous 24 heures. En homme d'affaires, le grand-père lui dit, écoutez, là on est samedi soir, les banques sont fermées, je ne vois pas comment, je vais vous obtenir 1 million de francs nouveaux en 24 heures. Bon, là, notre ravisseur va un petit peu réfléchir, va dire d'accord, ben je vous donne jusqu'à lundi soir. Les flics sont un peu surpris, parce que ils s'attendaient à un professionnel, vu l'exécution jusqu'à ce stade, ils s'attendaient à un extorsionniste de métier, et là soudainement ils ont l'impression d'avoir affaire à un amateur. Ils ne savent pas trop comment interpréter cela, en termes de potentialité de retour de la gamine. Est-ce qu'ils auraient préféré un extorsionniste professionnel ou bien un amateur qui pourrait, d'un autre côté, peut-être paniquer et puis faire du mal à la petite, ou bien qui pourrait peut-être faire des erreurs permettant de le loger. Ils ne savent pas trop. Le ravisseur, en tout cas, donne jusqu'à lundi soir. Lundi matin, le grand-père est à la banque, et puis il va prendre l'argent, comme on lui a demandé. Des grosses coupures de 500 francs. Neuf. C'est assez peu courant dans ce métier. D'habitude, les extorsionnistes, les demandeurs de rançon exigent des coupures petites et usagées, qui sont plus faciles à faire circuler. Là, ils demandent des coupures de 500. Bon, le banquier prépare des coupures de 500. On ramène tout ça à la maison et on attend encore. Les heures passent lentement et quelque part, ils ont cette impression qu'il va appeler à la même heure, qu'il va sonner vers 20h30. Et ce fut le cas. À 20h30, le téléphone sonne encore. Là, notre ravisseur s'enquiert de la présence de l'argent, lui confirme que l'argent est là, sauf que cette fois-ci, le grand-père a des doutes.
Il lui dit, écoutez, vous savez, je vais m'ouvrir à vous, le monde est plein de polissons. Hein, on a des gens pas très recommandables là dehors, hein, vous savez, les temps sont difficiles. J'ai peur. J'ai peur de vous donner l'argent alors que vous n'êtes pas le ravisseur. Vous êtes peut-être un arnaqueur, qui sait, hein, les temps sont durs. À ce moment-là, donnez-moi des détails, dites-moi quelque chose qui me permet de m'assurer que vous êtes en mesure de traiter. Là, le ravisseur va décrire les habits de la gamine. Il va dire, voilà, t'es habillée, elle avait un manteau rouge, tout ça. Oui, mais le grand-père n'est pas convaincu, tout simplement. Ces détails ont largement filtré dans les médias. Donc, quelqu'un d'attentif, de méticuleux, aurait pu les rassembler en lisant tous les journaux, et puis venir me les donner. Donc, ce que vous me dites là ne me convainc pas. À ce moment-là, le ravisseur réfléchit, il va dire, écoutez, je vous donne peut-être un détail qui n'est pas dans les médias. La petite, avec son frère de 6 ans, elle avait un frère de 6 ans, eh bien, elle a un petit élevage de lapins dans le jardin. À ce moment, le grand-père est sur le point de raccrocher le téléphone et lui dit, écoutez, je me doutais, je savais que vous étiez une fraude, mais j'en étais pas sûr. Je savais que vous étiez un escroc, mais vous venez de me le confirmer. Il n'y a pas d'élevage de lapins dans cette maison. Sur ce, il est sur le point de raccrocher, mais le ravisseur lui dit un truc. Je vous donne 24 heures encore. Vérifiez cette histoire de lapin. Je raccroche, je vous appelle dans 24 heures. Et je veux l'argent, j'exige. Boum, raccroche. Les flics, les adultes courent vers la chambre du gamin. T'as des lapins avec ta sœur, il y a des lapins, dis-nous. Bon, le gamin est un petit peu interdit, n'a peut-être pas trop envie de parler, mais voyant que c'est important pour les adultes, il réalise que c'est le moment de laisser tomber du lest. Il va les emmener vers le jardin, dans un coin secret, et puis il leur montre, oui, voilà, avec ma sœur, on avait trouvé des petits lapins, on les a mis là, dans cette boîte, parce qu'on avait peur qu'on nous les prenne. Donc le ravisseur disait vrai. Lendemain, 20h30, encore coup de fil. Vous avez trouvé les lapins? Oui, on a trouvé les lapins. D'accord. L'argent maintenant. Je vais vous donner des instructions. Vous allez vers la cathédrale de Soissons. Je vais vous laisser une enveloppe. Elle est fermée, la cathédrale. Je sais qu'elle est fermée, la cathédrale. Vous allez trouver l'enveloppe devant la porte. Je vais vous laisser devant la porte une enveloppe. Là-dedans, elle contiendra des instructions. Qu'un homme aille seul, maintenant, tout de suite, et prenne l'argent avec lui. Attention, vous serez suivi. Le père de la fille prend le cash, démarre la voiture et va à la cathédrale. Une fois qu'il arrive, effectivement, là, devant une porte, il y a une enveloppe. Et il l'ouvre, la même écriture en bâtonnet, et cette fois-ci, on lui demande de suivre une nationale. C'est une nationale bordée d'un bois. On lui dit, vous suivez la nationale. Et il y a des petits poteaux kilométriques. Autour de l'un d'eux sera noué un chiffon blanc. Quand vous verrez le chiffon blanc, vous vous arrêterez. Vous déposez l'argent devant le poteau kilométrique. Vous démarrerez tout de suite. Le papa monte dans la voiture, s'engage dans cette nationale, vide à cette heure-ci, et soudainement, dans les phares, il voit un poteau blanc autour duquel est noué un chiffon. Presse sur le frein, descend de la voiture, place l'argent au pied du poteau, et l'instant d'après, il a démarré sur le chapeau d'eau. Revient à la maison, il a une longue attente. Une longue attente va commencer. Pendant ce temps, bien entendu, la police n'avait pas chômé. Ils avaient interrogé tous les habitants de la région. Ceux-ci avaient cru voir un homme. Là, on est dans un endroit où tout le monde connaît tout le monde. Ils ont cru voir un homme qui rôdait depuis 15 jours, qui soudainement a disparu après l'enlèvement. Il y a un portrait robot qui est fait de lui, mais on se garde de le diffuser, pour le moment. On est dans une gendarmerie de la région, il est 3 heures du matin. Il y a des gendarmes qui sont autour d'une table, en train de jouer aux cartes pour tuer le temps durant cette longue nuit d'hiver. Nous sommes le 28 octobre, 5 jours après l'enlèvement. Quand soudainement, on frappe à la porte. Ils s'arrêtent de jouer, posent leurs cartes de poker en veillant à les cacher. Vous avez entendu? Oui, on frappe. L'un d'eux se lève, va à la porte, l'ouvre. La rue est vide, personne. Mais là, il y a une voiture
garée. C'est la seule garée dans cette route. Elle n'était pas là tout à l'heure. Le gendarme s'en approche, d'autant plus que il y a un papier sur le pare-brise. Sur ce papier, il y a un numéro de téléphone. Le gendarme réalise que la voiture, une Citroën, est ouverte. Il jette un coup d'œil à l'intérieur avec sa lampe, ouvre la portière arrière, et là, sur la portière arrière, il y a une couverture enroulée. Il regarde, et dedans, il y a un enfant. L'enfant dort, une gamine de 3 ans, une fille. Elle semble être en bonne santé, et elle dort profondément. Il la ramasse délicatement, et revient vers la gendarmerie. Téléphone au numéro. Et là, c'est la police qui lui répond. Ils sont en train d'attendre. Effectivement, Sophie vient d'être rendue. Elle est en bon état, elle est contente, elle était partie, elle a fait une sorte d'excursion pour elle. Elle a rencontré un monsieur sympa, qui a des enfants, 3 enfants, elle a joué avec. L'un d'eux s'appelle Georges, dira-t-elle. Ils ont bien joué, ils ont joué à cache-cache, ils ont escaladé des arbres, elle était très heureuse. Le monsieur avait une femme, très gentille également, elle a bien mangé. Maintenant, quand on commence à lui poser des questions plus précises, ils habitent où, à quoi ils ressemblent, tout ça. Là, le témoignage de la gamine commence à glisser dans la fantaisie. Elle ne sera pas très utile aux policiers, qui rendent la gamine à ses parents. Le lendemain matin, dans les médias, plusieurs choses seront publiées. Tout d'abord, le portrait robot. Il y a un portrait robot qui sera publié, celui qui a été établi durant cette période où on ne savait pas trop si on allait avoir l'enfant vivant ou pas. Autre chose sera publiée. Les numéros des billets de 500 francs, les numéros qui ont été donnés aux ravisseurs, et on informe tous les banquiers, tous les commerçants de la région de faire gaffe qu'il y a un homme aux abois qui va venir avec des billets de 500 francs qui voudra les utiliser. À ce moment-là, il faudra appeler la police. Le problème, c'est que à l'époque, c'est un peu comme aujourd'hui. 500 francs de ces temps-là, c'est probablement aussi lourd que 500 € aujourd'hui. Même si un billet de 500 € existe, on ne le voit pas fréquemment dans les commerces. Et si vous flashez un billet de 500 francs dans un supermarché ou une station d'essence, vous allez certainement vous faire remarquer. On va probablement vous le refuser. On appellera probablement un responsable. On le regardera sous toutes les coutures. Beaucoup de gens ne savent même pas que le billet de 500 € existe. C'est un gros billet pour l'époque. Et donc, on va voir de temps en temps des commerçants, des pompistes, autres, dire oui, on a vu quelqu'un. On a vu quelqu'un qui a tenté de dépenser un billet ici, mais on l'a refusé, on l'a congédié, il est parti. À un moment donné, on va arrêter des touristes. Ces touristes anglais, ils disent oui, c'est vrai que on est désolé, on savait pas, on nous a changé à Londres des billets de 500 francs, on est venu avec, on savait pas qu'on pouvait se faire arrêter par la police en France pour les utiliser. On les relâche. Ils n'ont rien à voir, leurs billets ne proviennent pas de ce lot-là. C'est juste des touristes qui sont venus avec des billets de 500 francs qui ont tenté de les dépenser en toute bonne foi. Quelques jours plus tard, on arrête un gars. Il y a un gars qui correspond au portrait robot qui est arrêté. Il est arrêté, il est dans un commissariat, et on appelle les policiers qui s'occupent justement de cette affaire. On leur dit, on a votre homme, il a été dénoncé par sa concierge. Ces flics arrivent et trouvent justement assis à une table, devant des inspecteurs qui tiennent le crachoir, il y a un homme, un maghrébin, on leur dit. C'est lui qui a kidnappé la petite. Il va avouer, c'est juste une question de temps. Et devant lui, il y a un inspecteur qui avoue. Le problème, c'est que dès que le maghrébin commence à parler, les inspecteurs qui s'occupent de l'affaire réalisent l'erreur judiciaire. Laissez-le partir. Vous êtes sûr? Il n'a pas avoué, laissez-le partir, c'est pas lui. Ce jeune homme n'avait même pas assez de vocabulaire en français pour se défendre, pour nier, et en plus, c'était même pas sa voix. Il n'avait rien à faire dans cette histoire. Il a été relâché. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les témoignages commencent à se préciser. Avec eux va se préciser le portrait robot. Par exemple, il y a un barman qui se rappelle que un type ressemblant plus ou moins au portrait robot était venu un jour chez lui à 20h30 pour utiliser le téléphone. Il n'y avait pas le téléphone partout en ces temps-là. Et il se dit, c'est peut-être lui qui a appelé la famille. Et effectivement, la police lui montre le portrait robot. Il dit, oui, mais il ressemble au portrait robot sauf la barbe. Il n'avait pas de barbe. Ok. Ils enlèvent la barbe du portrait robot. Et là, soudainement, c'est bingo. Ils réalisent qu'ils connaissent cet homme. Cet homme est recherché bien avant cette histoire.
c'est Michel Foucault. Alors Michel Foucault, c'était un garagiste de son état. Il avait un garage auto qui fonctionnait assez bien à une époque. Il avait même des employés. Et à un moment donné, le garage a périclité, le client boudé, les affaires allaient mal. Alors monsieur Foucault s'est spécialisé dans le vol de voitures. Il ne sortait jamais sans un gros trousseau d'une soixantaine de clés de Citroën. Dès qu'il voyait une Citroën garée, une DS, une préférence, il allait tester ses clés, les modifier un petit peu, finissait par l'ouvrir et la subtiliser. Par la suite, au garage, il changeait les plaques d'immatriculation, la maquillait, et puis fabriquait aussi de fausses cartes grises. Il la revendait à des prix défiant toute concurrence, il faut les reconnaître. Le problème, c'est qu'à un moment donné, les flics lui étaient tombés dessus. Parce qu'il en a vendu pas mal des DS, vous voulez. Les flics l'ont localisé. Il a été arrêté. Vu le nombre d'actes délictueux qu'il avait commis, le vol, le faux usage de faux et tout ça, il s'est retrouvé en prison pour un certain temps. À un moment donné, et c'est pour ça qu'il était recherché, il s'était évadé de prison. Depuis son évasion, personne ne l'avait vu. Alors les flics savaient que tôt ou tard Foucault allait récidiver. Mais en tant que voleur de voiture, il savait qu'il allait récidiver dans la voiture, qu'il allait voler des DS et les revendre, et puis qu'on le logerait de cette manière-là. Il ne s'attendait pas à ce que, soudainement, il se mette dans le rapt d'enfants. Rapt qui avait choqué et tenu en haleine toute la France. Il commence à chercher monsieur Foucault. Il débarque chez lui. Il y a sa compagne, une certaine Thérèse Lemandre. Thérèse Lemandre est très jeune, elle avait 19 ans à l'époque. Il l'avait connue quand elle avait 16 ans. Il a fait beaucoup d'enfants avec elle, très rapidement. Thérèse est très amoureuse de Fouquet. Elle n'a rien à dire, elle ne sait pas où il est parti en Belgique, dit-elle. Il tente de la faire parler, mais bon, il n'y a pas grand-chose à en tirer. C'est une femme qui, techniquement, était à 2 points de quotient intellectuel de la débilité clinique. Donc, elle était extrêmement limite. Foucault déjoue tous les plans de la police pour l'arrêter. Il cherche partout. On ne peut pas le trouver. À un moment donné, à Noël, vu que Noël s'approche, on est Noël 69, le procureur va tenter le tout pour le tout. Il va faire arrêter Thérèse Lemandre et mettre les enfants à l'assistance. C'est une manière de soumettre monsieur Foucault à un chantage ignoble qui aurait fait qu'il se rende. Mais rien ne se passe. Il ne se rendra pas. La Thérèse est libérée. Elle revient avec ses enfants et on continue à surveiller son domicile. Il faudra attendre 3 mois plus tard. On est en février 1970 quand les flics en faction, qui étaient là plus sans trop de conviction, ils ne pensaient pas qu'il allait revenir, voient soudainement une ombre escalader le mur. Ils démarrent, courent dans tous les sens, appellent leurs collègues, et puis réussissent à s'approcher de cette ombre-là. Foucault, Michel, rends-toi, arrête. Fais-toi une raison. Tu es fait comme un rat. On est très nombreux et on peut tirer. Les instructions étaient de l'avoir mort au vif. Il revient, l'ombre descend, c'est bien Michel Foucault. Il se rend sans résistance et il est conduit au commissariat. C'est là que va commencer sur le plan judiciaire l'affaire Michel Foucault en ce début des années 70. Alors, pour comprendre le rebondissement qu'elle va avoir, j'aimerais vous raconter un film, quelques images d'un film. C'est un film de José Giovanni, un film qui était sorti en 73, 72, qui avait été filmé vers ces temps-là. Acteurs principaux, Alain Delon, Jean Gabin et Michel Bouquet. Alain Delon est un criminel, un repris de justice, et on va nous le montrer sous de très bons auspices. On dirait à un moment donné que ce film va être, avec des fois des scènes extrêmement naïves, malhonnêtes par moments, on dirait que c'est l'incarnation d'un roman de Harlequin. On le voit avec sa femme, dans un champ, ils sont filmés au ralenti, ils rient aux éclats, ils dansent, ils courent, ils gambadent, avec une musique derrière eux. On a l'impression que ce criminel est une sorte d'ange, comme il est filmé. En même temps, on a un flic, Michel Bouquet. Michel Bouquet, il a une tête de méchant. Il n'y a pas mieux dans le cinéma français, même dans le cinéma d'ailleurs. Il n'y a pas une meilleure tête pour jouer le personnage méchant et sadique et acide que Michel Bouquet. Michel Bouquet est flic. Et il veut
poussé Alain Delon à la récidive. Entre les deux hommes, il y a Jean Gabin, une sorte d'éducateur de prison, qui cherche à défendre le criminel contre le flic pourri. Mais le flic veut la récidive, veut que cet homme récidive. Ce criminel au cœur grand comme ça est poussé à bout. Et il va finir par récidiver. Ça vous donne une idée à peu près de l'ambiance de l'époque. Quand Michel Foucault est arrêté, il rencontre son avocat la première fois. Ce dernier va lui poser une question. La première question qu'il va lui poser, il va lui dire, écoutez, je vais lui poser une question, je me la pose. Toute la France se la pose et cette question sera centrale dans votre procès. Vous auriez fait quoi de la gamine si on ne vous avait pas payé? Si les parents avaient refusé de payer la rançon ou n'étaient pas capables de le faire, tout simplement. Vous auriez fait quoi? Michel Foucault dit, mais qu'est-ce que vous auriez voulu que je fasse? Attendez, écoutez mon vieux, vous étiez peut-être en cavale, vous n'avez pas entendu parler de tout ce qui s'est dit, hein, les gens jasent, hein, vous savez. Qu'est-ce que vous auriez fait de la gamine si on ne vous avait pas payé? Elle dit, je l'aurais rendu, tout simplement, j'allais pas lui faire de mal, mais vous me prenez pour qui? Moi, j'ai joué au poker, c'est un coup de poker, tout simplement, cette histoire. Moi, j'ai pris la gamine, je m'en suis bien occupé, elle était avec mes enfants, et on est devenus de très bons amis. Et la preuve, elle m'a même raconté des secrets qu'elle partageait pas, qu'elle n'osait pas partager avec ses parents. Elle m'a raconté même l'histoire des lapins. Elle m'a fait confiance, c'était un grand geste de confiance et d'amour de m'avoir confié cette histoire de lapin. L'avocat tombe des nues. Plus tard, au procès, tout le monde va tomber des nues également, en découvrant cet homme qui était extrêmement naïf. Quand le juge lui demande, mais alors, pourquoi vous avez demandé des billets de 500 francs? Il disait, écoutez, je voulais aller au Mexique, parce que quand j'étais en prison pour l'histoire des voitures, vous savez, j'ai rencontré un gars en prison, il m'a dit qu'au Mexique, il en revenait d'ailleurs, eh bien, il y a 30%, ils vous payent 30% si vous déposez votre argent là-bas, parce qu'ils ont de grosses crises. Ils veulent de l'argent. Donc, moi, ce que je pensais faire, et c'est pour ça que j'ai demandé des billets de 500 francs, comme ça, je pouvais très facilement les emmener avec moi au travers des frontières. Je voulais pas une grosse mallette. Donc, ce que je voulais, c'est que ces billets, je voulais les emmener au Mexique, je les aurais placés, et puis là, j'aurais doublé et triplé mon argent. Et j'aurais remboursé la famille. D'ailleurs, effectivement, la lettre de rançon, la première qui a été reçue, elle dit que vous seriez remboursé plus tard avec 10%. On vous rajoutera 10% pour le dérangement. Les gens sont sous le choc, mais on le croit sincère. L'argent, par ailleurs, a été retrouvé en intégralité. Pratiquement. Il a réussi à dépenser 500 francs. Il y a 10 billets de 500 qui manquent. Le reste était planqué là, dans le mur de la salle de bain. Par ailleurs, pendant les 3 mois où on le cherchait, de la fin octobre jusqu'en février où on l'a chopé, il était où, Michel Foucault? Il était chez lui, en fait. C'est-à-dire que le jour, il se planquait dans une sorte de terrier qu'il avait créé dans la forêt, à côté de chez lui. La police, quand elle cherche quelqu'un, elle ne cherche pas quelqu'un qui se planque dans un terrier, dans une forêt. Elle cherche un humain qui va aller en ville, qui va fréquenter un resto, un bar, qui va louer quelque part une chambre, qui va aller dans un hôtel, dans un taudis, dans un dortoir, qui va aller dans des gares, qui va prendre un autobus. C'est ce que la police cherche. Et la police, justement, a ces points-là en surveillance, en se disant, si notre gars en cavale touche à ces points-là, on le saura. On a des informateurs, on a des fichiers, on a des gens qui nous appellent. Or, si un homme se soustrait à la police et va se planquer dans une forêt, dans un terrier, il peut passer 20 ans dans le terrier, il n'y a personne qui va le localiser. On ne cherche pas dans les terriers. Le soir, à la nuit tombée, qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait de son terrier, traversait le bois, et puis rentrait chez lui. Il sautait un mur, là où on l'a chopé d'ailleurs, et puis il escaladait la maison, et il rentrait par le toit de la maison. Et il rentrait, et puis il dormait dans le lit avec sa femme, qui d'ailleurs était enceinte de leur enfant, qui allait venir plus tard. Pendant tout ce temps, pendant 3 mois, au nez à la barbe de la police, il était là. Alors bien sûr, le public commence à avoir de la sympathie pour lui, parce que ils se disent, c'est pas un homme mauvais. D'autant plus que les Duguel n'ont pas très bonne presse. À un moment donné, il y a même un reportage assez perfide qui est fait sur eux.
Il y a un journaliste qui arrive dans leur ferme, il va voir des ouvriers espagnols qui travaillent là, qui dorment dans des paillasses crades, qui travaillent de longues heures, qui sont très mal payés, qui ont l'air misérables, à la limite des esclaves. Il faut dire la vérité, la France n'a jamais aimé les riches. Donc, à un moment donné, c'est les Duguel qui sont un petit peu en accusation. On va même applaudir Fouqueux. La foule commence à applaudir Fouqueux. Celui-là passe de kidnappeur d'enfants, il passe de l'ennemi public numéro 1, la terreur de la France, le cauchemar de chaque parent. Il passe à une sorte de héros, à quelqu'un de gentil, quelqu'un qui a le cœur plus grand que la tête, qui a réalisé un acte sans savoir que ça allait déclencher la terreur et l'émoi, mais au fond on réalise que il n'aurait jamais fait de mal à l'enfant, il n'aurait jamais touché à un cheveu de cet enfant qui a passé un bon moment avec lui et sa famille. Le verdict tombe. Bien entendu, il est coupable. On va le condamner à 15 ans de prison. 15 ans, bon, il risquait beaucoup plus, mais 15 ans c'était pour couper un peu la poire en deux. Sa femme, qui se mariera avec elle durant ses entrefaits, sa femme, Thérèse Lemandre, elle va choper 3 ans de prison pour sa participation. Elle a caché l'enfant, et puis elle se prend 3 ans. Il part en prison. En 73, il réussit à fuir. Il fuira pendant quelques jours, parce que sa femme a demandé le divorce, et ceci a été un choc pour lui, donc il va fuir. Il sera rattrapé quelques jours plus tard, alors qu'il allait à l'école pour voir ses enfants. Les flics l'attendaient là. Il savait. Il ne l'attendait pas ailleurs, parce que ça ne servait à rien de le chercher ailleurs. Il est très bien à leur échapper, très bon à échapper à la police. Donc ils l'ont attendu près de l'école. Ils l'ont chopé là, ils l'ont ramené à la prison. Il est passé devant le tribunal encore une fois. Il a été condamné à 8 mois pour bris de prison, parce qu'il a scié encore une fois un barreau dans sa fuite. Il est sorti plus tard et n'a plus jamais fait parler de lui. S'il est vivant, M. Fouqueux doit avoir les 80 ans. La jeune Sophie Duguel avait 3 ans en 1969. Elle doit donc doucement glisser vers ses 60 ans. Si elle est en vie, elle aussi. En tout cas, il est clair qu'on peut croire que M. Fouqueux n'aura jamais fait de mal à Sophie Duguel. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici et on se voit dans une prochaine.